Top départ ce matin ici à Bamako des journées minières et pétrolières. La 5e édition traitera pendant 3 jours des stratégies de développement des 2 secteurs au profit des communautés. 8,8 milliards de francs CFA serviront à la mise en œuvre du programme de consolidation de l'État, de stabilisation et d'appui aux élections. Les autorités maliennes et danoises ont paraphé le document ce matin. Voilà, nous sommes mardi 12 novembre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Une édition que nous ouvrons avec le départ du président de la République à Lomé au Togo. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est envolé cet après-midi pour Lomé, dans la capitale togolaise. Le président de la République prendra part aux festivités marquant le 40e anniversaire de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. Il est accompagné, on le voit sur ces images à son départ, par le Premier ministre, des membres du gouvernement, des présidents d'institutions et d'autres personnalités. Voilà. Le président Ibrahim Boubacar Keïta cet après-midi à l'aéroport de Bamako-Sénou à son départ pour Lomé où la BOAD célébrera à partir de demain le 40e anniversaire de sa création. Le président Ibrahim Boubacar Keïta sera à côté d'autres chefs d'État de l'UEMOA. Ici à Bamako, les journées minières et pétrolières 2013, le top départ a été donné ce matin au Centre international de conférences de Bamako. Mines et développement communautaire, c'est le thème choisi pour cette 5e édition. Durant 3 jours, les acteurs des domaines miniers et pétroliers sont appelés à échanger sur les stratégies de développement du secteur des mines et de pétrole aussi au bénéfice des communautés. Le Premier ministre Oumar Tatamli a ouvert la cérémonie en présence de notre reporter Adama Koudjo. Faire du secteur minier un véritable outil de développement socio-économique, c'est l'ambition des organisateurs de cette 5e édition des journées minières et pétrolières qui a pour thème mines et développement communautaire. Au-delà donc des concertations avec les populations en préalable à l'implantation des chantiers dans leur zone, c'est une véritable politique de développement communautaire articulé autour de la responsabilité sociale des entreprises qu'il faudra concevoir pour que l'exploitation minière se traduise en meilleure qualité de vie pour la population et qu'elle développe des activités économiques viables en liaison avec l'activité minière ou avec son soutien. C'est aussi le développement des infrastructures et des services sociaux de base de qualité qui devrait être réalisé grâce à la mine pour que les générations futures soient équipées en connaissances, en savoir-faire, afin de trouver leur place dans un univers de compétition. Pour que le secteur soit profitable aux populations et à l'État, les plus hautes autorités du pays prônent une diversification des produits miniers. Une diversification qui passe par une nouvelle stratégie. La stratégie qui est mise en œuvre dans le cadre des orientations que le président de la République nous a indiquées, cette stratégie repose sur un certain nombre de piliers. Le premier pilier, c'est la diversification des ressources exploitées. Jusqu'à présent, l'exploitation est essentiellement orientée vers l'or, qui est une ressource majeure, mais nous avons des potentialités diverses et qu'il nous faut contribuer à exploiter. Il y a le fer, il y a le manganèse, il y a les phosphates, il y a le marbre. Nous avons ces ressources variées, il nous faut les mobiliser, les faire connaître et les exploiter. Qu'on n'exploite pas un produit brut, mais que nous captions de la valeur ajoutée dans le cadre de cette filière de manière plus importante. Parfois même les produits alimentaires qui sont consommés sur les sites miniers, ces produits alimentaires sont importés. Les habillements, le transport, la fonction de transport est également une fonction dans laquelle des opérateurs maliens peuvent être présents de manière beaucoup plus importante. L'éducation et la formation des hommes constituent une dimension importante pour le développement durable et harmonieux. C'est pourquoi les responsables du secteur s'apprêtent à créer une école d'ingénieurs des mines et de la géologie. Il nous faut constituer des compétences de différents niveaux, à la fois de niveau bas, des compétences des techniciens, des compétences de gestion dans ce secteur-là, de façon à ce que des entreprises les mobilisent et rendent les services
services au secteur minier qui permettent de capter une part de la valeur ajoutée qui est beaucoup plus importante. Les journées minières et pétrolières sont aussi une occasion pour les opérateurs du secteur d'exposer leurs produits. Le Premier ministre a fait le tour des stands, occasion pour lui d'apprécier les produits miniers et pétroliers. Nous revenons sur cette cérémonie d'ouverture. Je le disais, les journées minières et pétrolières de notre pays ont été lancées par le Premier ministre. La neutralité et la responsabilité doivent être respectées par tous. Cet atelier de renforcement des capacités des hommes des médias vient à point nommé, dira le directeur pays du PNUD au Mali. L'organisation de cet atelier est essentielle pour une couverture responsable et équilibrée des prochaines échéances électorales. Le présent atelier répond aux actions d'accompagnement des médias inscrites dans le document de projet élection signé entre les autorités nationales et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. La liberté d'expression, la liberté de l'information sont à la fois essentielles dans la construction des sociétés démocratiques. L'atelier devra mieux outiller les participants pour la gestion de l'information en période électorale. Législative du 24 novembre prochain, le réseau ONG d'appui au processus électoral au Mali et ses partenaires mettent les bouchées doubles pour réussir justement ces législatives. C'est ainsi qu'il vient de procéder au lancement de l'Observatoire national et formation pour les élections. Reportage Al-Jumatina. La réussite des élections législatives du 24 novembre passe par une synergie d'action et une mobilisation de tous. Voilà à quoi se livre le réseau ONG d'appui au processus électoral au Mali, APEM, qui vient de lancer son programme d'observation nationale. Avec une belle expérience réussie lors de l'élection présidentielle de 28 juillet et 11 août 2013, nous pouvons, sans fausse modestie, affirmer que la société civile malienne dispose d'une expertise avérée pour assurer avec rigueur et professionnalisme l'observation électorale à travers la téléphonie mobile par les observatrices et les observateurs ainsi que les superviseurs nationaux du réseau APEM. Tout comme la présidentielle, le réseau APEM et ses partenaires décident d'accompagner les législatives. Le réseau APEM envisage de mobiliser près de 3000 observateurs cette fois-ci. L'observation citoyenne que le réseau APEM va conduire est une composante essentielle, je dirais même nécessaire, du processus électoral. Les États-Unis sont fiers, à travers l'USAID, d'offrir le soutien. La contribution globale du gouvernement américain à ces activités s'élève à plus de 9 850 000 $, soit environ 4 925 millions de francs CFA. Lors de la présidentielle, le réseau APEM a couvert tout le territoire national, ce qui a contribué énormément à la réussite de ces scrutins, d'où la satisfaction des acteurs. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, a accrédité 5 390 observateurs au premier tour, dont 3 953 nationaux et 1437 internationaux. Cette observation nationale et formation des observateurs nationaux initiée par le réseau APEM et ses partenaires s'étale sur 3 jours. L'alliance Yéléma, RDT, ADP Maliba et de l'UNPR face aux démettants à la conquête de l'hémicycle a tenu le samedi dernier à Sikasso son premier meeting en vue de mobiliser ses militants pour le 24 novembre prochain. C'était en présence du président du parti Yéléma, Moussa Mara, et Amadou Sankaré de l'UNPR face aux démettants. ORTM Sikasso, Daouda Djakité. C'est devant un grand nombre de militantes, militants et sympathisants des différents partis que s'est tenu ce premier grand meeting de l'Alliance Yéléma UNPR face aux démettants, de l'ADP Maliba et du RDT. Il visait à mobiliser le plus grand nombre d'électeurs autour de sa liste pour les législatives du 24 novembre prochain. L'occasion était donc propice pour les porte-drapeaux de l'Alliance de dévoiler leur vision. La mission que moi j'ai, que nous avons, que les candidats de notre liste ont pour notre contrée, pour notre cercle, c'est tout simplement réaliser la mission qui sera confiée. Nous allons rendre compte à ceux qui nous auraient fait confiance, ceux qui auront porté notre voix. On va tout simplement contrôler, non seulement contre l'action gouvernementale, rendre compte
et participer activement au développement de notre cercle. Et les responsables du parti Yelema de développer devant les militants la place et le rôle du député pour permettre à l'Alliance d'atteindre ses objectifs en allant à la conquête des 7 sièges du cercle de Sikasso. C'est un appel vibrant qu'on lance à la population du Kénédougou, le cercle de Sikasso, qui est le plus grand cercle du pays, pour voter pour la liste de l'Alliance Yelema, RTD, UNPR et ADP Maliba. Ce sont des jeunes et femmes qui ont été choisis par rapport à leur honnêteté, au fait qu'ils ont servi d'abord avant d'être candidats, qu'on ne les a pas vus dans des choses négatives dans le cercle et dans les communes respectives, et qui ont été véritablement choisis par la base. Ils n'ont pas été choisis par l'argent, ils ont été choisis par la base. Des témoignages et bénédictions pour le Mali ont également marqué ces premiers meetings de l'Alliance Yelema-UNPR face aux démettons, de l'ADP Maliba et du RDT à Sikasso. L'ambassadeur du Mali au Sénégal informe les ressortissants maliens résidant au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau et au Cap-Vert que les opérations de révision des listes électorales ont débuté à la chancellerie de l'ambassade au siège de la commission administrative chargée de la révision des listes électorales. Que les opérations d'enrôlement au RAVEC se poursuivent à la chancellerie. En conséquence, l'ambassadeur invite tous les Maliens de la juridiction non encore enrôlés ou recensés à saisir cette opportunité pour leur recensement ou leur enrôlement. Dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection législative du 24 novembre prochain, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe demain, mercredi 13 novembre, pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h Adekam, 9h20 Sidamar Agassa, 9h40, indépendant Sigida Iriwa, à 10h le RPM, 10h20 Asma, 10h40 UM RDA, 11h indépendant Alliance Commune 1, 11h20 PDM, 11h40 indépendant Mouvement Patriotique Kaïsien, 12h MPR, 12h20 le Ramat, 12h40 RDR. À 13h, indépendant Faso Kanou, l'UMAM pour 13h20, 13h40 PCR, 14h indépendant IBF. Et juste après ce journal, vous pourrez suivre les messages de campagne des candidats UPPR, indépendant RDC 1, Sinouma, CDS, ADP Maliba, PRDT, Barika, RDS et UDM. Voilà, ces quelques communiqués mettent fin à l'actualité des législatives de ce soir. Voilà que nos envoyés spéciaux à Lomé, Yaya Konaté et Alou Touré nous annoncent que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est arrivé en fin d'après-midi à Lomé où il a été accueilli, on le voit, par le président Faure Essongzima et Nyasingbe, et son homologue du Niger, Mahamadou Issoufou. Après l'exécution des hymnes des deux pays, salutation des corps constitués, voilà. Le président de la République a eu droit à un bain de foule de la communauté malienne vivant au Togo. Rappelons que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est à Lomé pour la célébration du 40e anniversaire de la Banque ouest-africaine de développement. Je rappelle que la BOAD est le bras financier de développement de l'Union économique monétaire ouest africaine. Et cette autre information, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale lui quitte Bamako ce mardi pour Rabat et Koweït City. À Rabat, le ministre Zebi Ould Sidi Mohamed prendra part aux travaux de la deuxième conférence régionale sur la sécurité des frontières
Et à Koweït City, la capitale koweïtienne, le ministre Zeebi participera à la réunion des ministres des Affaires étrangères préparatoire à la 3e conférence au sommet arabo-africain prévue pour le 17 novembre prochain. Les populations de Bandiagara ont désormais de quoi se ressourcer. Voilà, la fondation Toguna Agro-Industrie a réalisé un monument à la mémoire du fondateur de la ville. Il s'agit de Nagabanu Tembeli, un nom bien dogon. L'édifice culturel qui a été inauguré hier a coûté 100 millions de francs CFA. En plus du monument, une rue pavée a été aménagée. Ces infrastructures ont été inaugurées en présence des membres du gouvernement et de nos envoyés spéciaux Mohamed Jara et Moulay Sidibé. La ville de Bandiagara affiche aujourd'hui une fière allure grâce à la réalisation de certaines infrastructures sociales de développement. À l'entrée de la ville se dresse désormais un monument qui résume l'historique de la ville. Il s'agit de cet édifice long de 33 mètres en hauteur, 3 échelles qui soutiennent une écuelle. C'est l'inauguration de cette bâtisse qui a mobilisé de nombreuses personnalités. Tout un symbole. Ces échelles représentent pour moi Dogon, le père, la mère, l'enfant. Et aussi, cette échelle, c'est pour atteindre, enfin, peut-être relier, mais peut-être atteindre, ça veut dire aller à Dieu, qui est là-haut. Cet édifice vient renforcer les nombreuses richesses culturelles dont regorge le pays de Gon, première destination touristique au Mali. Le monument que nous allons ensemble découvrir éveillera sans doute l'intérêt des habitants de la cité et de tout autre visiteur à découvrir un passé récent et apprécier les changements notoires qui se sont opérés au sein de la cité et témoigner ainsi du souci de promouvoir et de valoriser les cadres urbains. Pour nous désormais, la voie est toute tracée pour montrer aux jeunes générations que le privé peut être un opérateur du secteur du tourisme, brisant ainsi les frontières qui le confinaient dans l'hôtellerie et les agences de voyage. En plus de ce monument culturel, une rue pavée a été réalisée par la fondation Toguna Agro-Industrie pour un investissement de plus de 400 millions de francs CFA. Des ouvrages qui contribuent à l'embellissement de la ville et offrent du coup un cadre de vie meilleur aux populations. Des actes somme toute encourageants. Par ces actes, vous venez d'envoyer des messages forts à plusieurs destinataires. Le premier message que vous venez d'envoyer est à destination de vos parents de Bandiagara, de la collectivité territoriale ou des collectivités territoriales du cercle. Faites bon usage des infrastructures et des édifices qui sont offerts. Les populations de la cité de Nagabanu ont sorti tout ce qu'elles ont de plus précieux pour dire merci à la fondation Toguna Agro-Industrie à travers son PDG qui est lui-même un fils du terroir. Restons avec la fondation Toguna Agro-Industrie qui a construit gracieusement plus d'une vingtaine de salles de classe pour le cercle de Bandiagara. Ces ouvrages vont amoindrir les souffrances des élèves et du coup accroître le taux de scolarisation dans la localité. Envoyés spéciaux toujours à Bandiagara, Mohamed Jara et Moulay Sidibé. Il est des actes qui forgent l'admiration. L'examen, c'est ce lundi dans le cercle de Bandiagara. Autorités politiques, scolaires et populations de la cité de Nagabanu ont été témoins d'une série d'inaugurations d'infrastructures scolaires réalisées par la fondation Toguna Agro-Industrie. Coût de réalisation plus de 300 millions de francs CFA. Des gestes qui ont tout leur sens selon les donateurs. Dans le souci de combattre l'analphabétisme par une grande et meilleure scolarisation de nos enfants, nous avons jugé utile d'apporter notre modeste contribution par la réalisation au lycée de Bandiagara 12 classes équipées de 2 salles informatiques dotées de 25 ordinateurs, de 6 salles à l'école de Sanga et de 3 classes dans 11 villages du cercle. Notre ambition est de participer à la construction de l'école de demain.
Construits dans un style propre au pays de Gon, ces ouvrages sont synonymes de fin de calvaire pour des élèves obligés de parcourir de longues distances à la recherche du savoir. Cet acte que vient de poser la Fondation Toguna Agro-Industrie témoigne de l'exemplarité du partenariat entre le public et le privé. Vous en donnez là un bel exemple de l'accompagnement du privé à l'endroit du public. Vous avez ouvert un vaste chantier et nous osons espérer que vous ferez des émules ici et ailleurs, car notre système éducatif, pour se développer, nécessite un financement si important que les seules ressources de l'État ne sauraient suffire. La Fondation n'est pas à son premier coup d'essai dans le siècle. Elle a investi plus de 2,5 milliards de francs CFA dans les actions humanitaires et de développement. La délégation a visité en cours de route un pont en chantier qui devra coûter 1,5 milliard de francs CFA à la Fondation Toguna Agro-Industrie. Des exemples qui, selon les ministres, doivent faire des émules afin que nous puissions bâtir le Mali de nos besoins. De Banyangara, Madame le ministre de l'Artisanat et du Tourisme s'est rendue à Mopti où elle a pu visiter le village artisanal en chantier dont les travaux sont arrêtés à hauteur de 70% d'exécution. Autre temps fort de la visite aura été la rencontre avec les acteurs du secteur de l'artisanat et du tourisme autour de la relance des activités dans ce secteur. Une préoccupation commune bien partagée sur place, nous dit Jules Sambou Sissoko. Mopti rime bien avec tourisme et artisanat, mais de nos jours, le secteur de l'artisanat et du tourisme bat de l'aile. Et comment relancer les activités du secteur? C'est tout le centre d'intérêt de cette première prise de contact entre le ministre Berté Aïssata Bengali et les acteurs du secteur en question à Mopti. Nous avons parlé de tous les problèmes qui assaillent actuellement l'artisanat et le tourisme, et voir les voies de sortie de crise. Donc nous sommes en train de voir avec ces visites-là et éventuellement faire des plaidoyers au plus haut sommet pour que nous puissions sortir de cette zone rouge, pour que les touristes puissent venir. Les préoccupations et les doléances des acteurs mopticiens relatives à la formation et à l'appui financier des initiatives seront examinées avec diligence, a précisé le ministre, lequel s'engage à tout mettre en œuvre dans une synergie d'action pour que le secteur de l'artisanat et du tourisme retrouve toutes ses couleurs. Hier, nous-mêmes, nous avons parcouru la zone de Banyangara, et puis vers Sanka. Donc nous avons vu que vraiment les activités touristiques peuvent reprendre dans cette zone du pays d'Ogon. Le chantier du village artisanal, dont les travaux sont arrêtés depuis plus d'1 an, a reçu la visite du ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Berté Aïssata Bengali. Le gouvernement du Mali vient de débloquer plus d'1 milliard de francs CFA pour le redémarrage de certains secteurs de développement de Tombouctou. 5 ministres ont fait le voyage de la cité des 333 pour recenser les axes prioritaires sur lesquels il va falloir agir tout de suite et alors tout de suite. Le ministre du Travail et de l'Action humanitaire précise les secteurs prioritaires retenus. Il est au micro de Yehia Tandina. La société civile de Tombouctou a d'abord salué l'initiative du gouvernement. Elle a ensuite rappelé ce qu'elle a toujours dit, sa volonté de voir Tombouctou redevenir ce que Tombouctou a toujours été. Elle s'est inquiétée, mais a été rassurée à la fin de notre rencontre de ce que les services sociaux de base tardent à être fonctionnels. Elle a aussi exprimé le souci de voir la jeunesse de Tombouctou jouer son rôle dans le développement économique. Et puis, elle a évoqué la question de la production d'énergie et la question de la fourniture d'eau. L'annonce qui a été faite par le ministre de l'énergie a été une annonce qui a été accueillie par des acclamations, parce que, il faut le dire, très bientôt, à Tombouctou, la fourniture d'eau et d'électricité va être très fortement améliorée. Nous avons une enveloppe d'à peu près 1,5 milliard
vraiment dédié à des actions ponctuelles immédiates. Le délai d'exécution de toutes les activités que nous allons mener sera de 90 jours. 30 millions de francs CFA, c'est le montant du projet d'appui à la campagne agricole 2013-2014 qui vient d'être lancé dans le cercle de Niafonke. Financé par le programme d'appui aux organisations de la société civile, ce programme vise à améliorer le droit d'accès des exploitants agricoles aux ressources des lacs Tanda et Kabara. Adama Jimde. Les coopératives d'agriculteurs, de pêcheurs et d'éleveurs installées au niveau des lacs Tanda et Kabara dans le cercle de Niafonke en 6e région peuvent désormais s'estimer heureuses. Elles viennent de bénéficier d'un projet d'appui à la campagne agricole 2013-2014. Financé à près de 30 millions de francs CFA par le PAOS 2, ce projet cible 10 000 exploitants de 12 villages des communes de Sumpi, Léré et de Djanké. Les axes prioritaires y sont déjà tracés. Approvisionner les coopératives d'agriculteurs, éleveurs et de pêcheurs en 20 tonnes de semences améliorées, 30 tonnes d'aliments bétail, 30 filets de pêche pour la campagne agricole de 2013-2014. Il vise également à améliorer les relations de partenariat entre le CID et les coopératives. J'ai apprécié beaucoup parce que c'est un espoir qu'aux populations aujourd'hui, ils ont compris que le gouvernement, les bailleurs et même les élus, ils sont pensés à eux. Pour les autorités locales, le lancement de ce projet répond à deux préoccupations majeures: donner espoir aux paysans et renforcer les relations entre les trois communes. Ça permet non seulement l'amélioration des conditions de vie des populations des différentes communes, ça permet le renforcement effectivement des liens de coopération entre les différentes communes qui partagent en gestion les différentes marques. L'ONG nationale Association malienne pour les activités environnementales et le développement est chargée d'exécuter le projet sur le terrain. L'agence de la BDM de la Banque de développement du Mali, BDM-SA de Gao, vient de reprendre ses activités. C'est au bout de 2 mois d'intenses travaux que tous les services ont été réhabilités. Tout est redevenu fonctionnel. Depuis ce matin, nous dit Drissa Kone depuis Gao. C'est en rendant hommage aux clients de la BDM-SA pour leur patience que le directeur de l'exploitation des agences de l'intérieur de la BDM de Gao a commencé son allocution. Nous sommes ici ce matin pour redémarrer nos activités dans la cité des Askia. Mais la question qui taraude tous les esprits, c'est pourquoi maintenant? Effectivement maintenant, en raison de l'immensité du travail de reconstruction. Considérée comme la banque mère, la reprise effective de ces activités doit beaucoup aider les opérateurs économiques et d'autres clients dans la relance de l'économie de la région. Oui, retirer de l'argent, c'est vraiment le développement. Hein. Aujourd'hui, avec la masse des personnes qui viennent pour travailler et développer Gao, on a plus de 120 000 habitants. Donc nous avons plus besoin de banques aujourd'hui que jamais. Tous les services sont désormais disponibles, à savoir dépôt et retrait, Western Union et un guichet automatique. Le tout dans un décor impressionnant. Notre région, après les dures épreuves de l'occupation, a amorcé aujourd'hui son développement. Et ce développement, il a besoin d'accompagnement de financement bancaire. La BDM-SA, qui a un capital de 10 milliards de francs CFA, est installée à Gao depuis 1962. Elle avait comme appellation la Banque populaire du Mali pour le développement, BPMD. Du 20 au 30 octobre dernier a eu lieu dans la région nord une opération de sécurisation de grande envergure appelée Opération Hydre qui a regroupé les forces maliennes, françaises et celles de la MINUSMA. Après cette opération, les forces présentes à Gao ont remis samedi dernier des vivres à l'association des veuves de guerre et celle des femmes victimes de l'occupation. Daouda Siliki Diara, Moussa Balo. L'opération Hydre de ces 15 derniers jours a permis de récupérer des vivres et des matériels de campagne sur des terroristes dans leur camp logistique. Cette opération a regroupé les éléments des forces françaises, maliennes et de l'aménagement. Ce butin de guerre qui se compose de plusieurs sacs de riz, des bidons d'huile de palme, des sacs de sel, des nattes et des moustiquaires a été remis ce samedi à l'association des veuves de guerre et celle des femmes victimes de l'occupation. Ces sacs ont été pris par des criminels, par un adversaire qui a fui.
qui a laissé sur le terrain le butin et le fruit de son vol. Et aujourd'hui, il est extrêmement fort de prendre ce butin et de le rendre à ceux à qui il appartient et à ceux à qui la vie l'a donné. Ça, c'est le symbole du travail conjoint des forces maliennes, de la MINUSMA et de la Serval. La conjugaison des efforts des forces maliennes, françaises et de la MINUSMA est salutaire. Je remercie Serval et toutes les forces de sécurité qui sont là pour nous sécuriser. Et je vous rassure de la collaboration sincère de moi et de ma population pour que vous puissiez réussir votre noble tâche. Je remercie beaucoup l'opération Serval de nous avoir appuyés. Après la guerre, la force Serval a pensé au développement. Il y avait quelques mois, c'était des actions dans le domaine de l'eau. Et un moment, c'était dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, c'est des actions humanitaires. L'on se souviendra longtemps que pendant l'occupation, des vivres destinés aux populations ont toujours été détournés par les djihadistes à des fins personnelles. Les coordinations régionales d'Afrique de l'Ouest et du Centre vont désormais assurer la coordination des réseaux de santé animale. Les spécialistes de la question sont en conclave depuis ce matin pour élaborer les mécanismes institutionnels de mise en œuvre du transfert de ces compétences. Compte rendu, Nando Dambélé. Faire l'état des lieux des réseaux de santé animale en Afrique subsaharienne, présenter le panel sur la vision et le rôle des réseaux de santé animale dans les politiques communautaires et les plans pluriannuels ainsi que les mécanismes de financement sont entre autres tâches assignées à cette réunion régionale de Bamako. L'OIE qui a signé avec la CEDEAO un accord de coopération continuera à apporter son soutien au CRSA. Intervenant un an après la rencontre de Dakar en 2012, la réunion de Bamako est une étape importante dans l'exploration des mécanismes durablement opérationnels. De leur création, ces réseaux ont été des plateformes d'échange entre les pays membres d'une part, mais également entre les pays membres et le reste du monde d'autre part. Pour les autorités maliennes, la rencontre de Bamako qui regroupe les experts venus du Cameroun, du Gabon, du Nigeria, du Tchad et du Sénégal arrive à point nommé. La rencontre que nous réunit ici ce matin intervient dans un contexte marqué par la recrudescence des maladies animales au niveau régional avec des impacts sur la sécurité alimentaire et les politiques de lutte contre la pauvreté et à l'échelle mondiale avec l'exacerbation des crises sanitaires. La FAO réaffirme son appui technique et financier aux réseaux régionaux de santé animale en Afrique de l'Ouest et du Centre. La section UNTM Transfert a organisé cet après-midi un meeting d'information, une rencontre d'information à l'intention de ses militants à son siège ici à Bamako. Le secrétaire général a tenu à faire certaines précisions sur la situation actuelle du syndicat des travailleurs. Selon le secrétaire général, la société se porte bien. Il a également expliqué les raisons de la rupture de dialogue qui existe entre le syndicat et le département en charge des transports. Désormais, les travailleurs de la société Transrail sont regroupés au sein d'un même syndicat qui n'est autre que la section unique UNTM Transrail. L'information a été donnée par le secrétaire général de la section au cours d'une assemblée générale. L'objet de la rencontre, c'est d'abord de remercier et féliciter tous les cheminots pour avoir l'esprit de se regrouper autour d'un seul organisme. Nous sommes prêts à se battre pour pérenniser les emplois dans le cadre de la décentralisation. Au moins, nous traversons 12 communes. Donc nous devons être pris en charge par l'État même. Le secrétaire général a invité les travailleurs de la société au travail et à prendre toutes leurs responsabilités. Le dialogue social, quand ça ne marche pas, ça veut dire que tout est arrêté. Il faut obligatoirement le dialogue social entre tous les adhérents, au moins à une société. Le secrétaire général a souligné qu'à la date d'aujourd'hui, la société Transrail est parvenue à régulariser les salaires des travailleurs et les prestations de l'INPS. C'était un compte-rendu signé de Moussa Fani. L'école fondamentale de Nioro 3 porte désormais le nom de l'école fondamentale Baba Traoré. La cérémonie de baptême a été suivie par notre reporter, notre correspondant Moussa Djakité.
Il s'agissait au cours de cette cérémonie certes modeste mais pleine de sens, de récompenser les mérites et les bienfaits de l'homme et de montrer à la jeune génération les vertus du travail bien fait. Cette cérémonie que nous réunissons aujourd'hui constitue pour l'homme, sa famille, ses proches et amis, le couronnement de plus de 37 ans de loyaux services rendus. Puis ce baptême constituait une dynamique, un réconfort pour tous. Abdoulaye Dibaba Traoré, aujourd'hui à la retraite, a loyalement servi pendant 37 ans l'école malienne comme enseignant, directeur d'école et conseiller pédagogique avec ardeur au travail, ponctualité, assiduité et surtout une volonté de bien former et modeler l'homme de demain. Cette cérémonie de baptême de l'école de numéro 3 en son nom constitue pour sa famille, ses proches amis et anciens collaborateurs et surtout ses élèves de l'honneur et de la reconnaissance des autorités locales à l'endroit d'un fils du terroir. Dans le registre que je vais remplir tout de suite, j'ai dit qu'on peut qualifier l'homme de galérien du travail. En dépit des difficultés que connaît l'école comme l'insuffisance de matériel didactique, la dégradation des salles de classe et du mobilier scolaire, la directrice de l'école sait compter sur la forte implication de la famille du parrain pour l'amélioration des conditions de la dite école. La présentation de la photo du parrain, la signature dans les livres journal de l'école, puis une séance d'animation folklorique ont mis fin à cette cérémonie de baptême. Les éléments du 10e arrondissement de Bamako, en collaboration avec leurs collègues du 1er arrondissement de Ségou, viennent de mettre hors d'état de nuire 3 bandits de grand chemin. Ils sont accusés de vol de bijoux précieux et de véhicules. Pour plus de précisions sur les conditions d'arrestation de ces malfrats qui opéraient avec des pistolets tchèques, le commissaire divisionnaire de police Adama Baradji est au micro de notre reporter Fademba Keita. Nous sommes sur une scène aujourd'hui qui concerne Madame Fadiga Mama Gassama. Elle a été victime de cambriolage dans la journée du mardi 29 octobre 2013. Quand elle s'était rendue au service le matin, entre 9h et 10h, il y a eu un groupe de malfrats qui ont eu à visiter son domicile. Ils ont fouillé de fond en comble toutes les pièces. Au cours de leur visite, ces cambrioleurs ont eu à emporter une forte somme d'argent, des bijoux en métal jaune et en métal blanc également. Les indications portaient sur une voiture Mercedes non immatriculée de couleur grise et qui avait des vitres fumées également. C'est au niveau du quartier des 28 logements qu'on a pu retrouver le véhicule. On est resté à rôder autour du véhicule. Les malfrats sentant notre présence, alors ils ont pris la clé du champ. Il a fallu qu'on réquisitionne une grue pour faire transporter ces véhicules, l'amener au commissariat du 10e arrondissement. Nous avons commencé à fouiller dans les véhicules. Nous avons retrouvé des permis de conduire, des cartes d'identité qui nous ont permis d'identifier le propriétaire du véhicule. Voilà, avant de boucler ce journal, cette annonce cybernétique, l'émission cybernétique, Ibrahima Traoré et son équipe vous proposent essentiellement ce soir des reportages. Dans ce numéro, vous aurez aussi la traditionnelle rubrique invité. Donc, cybernétique à suivre après ce journal. C'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information reprendra ses droits demain 10h, 13h avec Amadou Sankaré. Et d'ici là, vous pouvez consulter notre site internet www.ortm.ml. Et je me ferai le plaisir d'être là pour les éditions du soir. Très bonne suite de programme sur